Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver quasiment je crois une semaine, je crois que c'est ça, quasiment une semaine, jour pour jour, après ma dernière vidéo sur le 11 lyonnais. Entre temps j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir ma fille qui est venue au monde et je tiens à vous dire merci pour les innombrables, les dizaines, les centaines de messages vraiment très sympathiques, bienveillants, gentils, ça fait vraiment chaud au cœur les amis. Avant de commencer les gones, pensez au petit pouce qui fait très plaisir, pensez aussi à commenter, à me dire vos différents points de vue sur le match, pensez enfin à activer la cloche et vous abonner si vraiment vous aimez ce que l'on dit, ce que je peux faire sur le 11 lyonnais. Merci par avance les amis. Allez c'est parti, on commence par l'histoire du match. Alors ce match pour moi les amis c'est l'un des plus maîtrisés de l'OL depuis je dirais depuis le début de la saison. Parce que oui, en termes de contenu foot, moi j'ai vraiment aimé, et je pense que vous aussi, vous me le direz en commentaire, on a vu un match vivant, techniquement, avec beaucoup de belles séquences de jeu. Alors je dirais même presque un match qui s'est bonifié au fil du temps, avec 45 minutes de qualité, très sérieuse, mais une seconde mi-temps qui pour moi a upgradé, a amélioré tout ce que faisait de bien l'OL durant l'entame de match. Alors, si on prend les différents momentum du match, pour moi, l'entame de l'OL est très moyenne. Je dirais que durant 5-10 minutes, on voit un OL qui est un petit peu à la traîne, en retard dans les duels, dans l'agressivité, l'intensité, bref, il y avait un temps de retard qui fait que, sur 2-3 phases de jeu, la JA est dangereuse, et on n'est pas loin de concéder de vraies situations très cruciales pour l'OL. Heureusement, ce petit trou d'air dure environ 5-10 minutes, et après, durant l'ensemble du match, ou presque, on voit un OL en total contrôle. Et ça, les amis, c'est pour moi le point le plus positif du match, parce que il y a eu tellement de débriefs où je vous ai dit face caméra que j'en avais marre de voir un OL qui subissait, qui avait des phases de déconnexion mentale, tactique, physique, technique. Là, pas du tout. Même à 2-1, quand la JA a réduit le score par Sinayoko, j'ai pas senti une vague de tension, de stress, pas du tout. J'ai vu un OL qui était dans la gestion, dans l'intelligence tactique, et au final, il faut le dire, le plan de jeu préparé par le staff de Fonseca était de grande qualité. Alors si on revient à l'histoire du match que j'ai évoqué juste avant et que j'ai coupé pour faire une petite digression, entame pour moi qui est pour l'OL un petit peu moyenne, mais ce qui m'a plu c'est que dans la foulée, au bout de 5-10 minutes de jeu, on a revu un OL qui maîtrisait pleinement les débats avec, dans le cœur du jeu, une énorme densité de joueurs. Et ça, c'est peut-être l'un des points les plus marquants de la patte Fonseca. J'en parle souvent en vidéo, Fonseca c'est un coach qui aime bien un certain profil de joueurs qui vont dans le cœur du jeu pouvoir combiner, créer une forte densité pour d'une part créer un surnombre pour dominer le cœur du jeu, là où se passe la salle des machines, dans le foot de maintenant, le milieu de terrain, et surtout, sans ballon, quand tu perds le ballon, quand tu as une grande densité dans le cœur du jeu, tu peux plus facilement et plus vite récupérer en contre-pressing. C'est mathématique, c'est logique, c'est même presque, je dirais, situationnel. Quand tu as dans le cœur du jeu 4-5 joueurs hyper axiaux, proches les uns par rapport aux autres, Matic, Tolisso, Almada, Cherki, Mikotadze, Lacazette, forcément, quand tu perds le ballon, c'est quand même plus simple pour le récupérer, parce que tu as plus de joueurs proches pour créer d'emblée un contre-pressing de grande qualité. Et ça, pour moi, c'est l'un des points très positifs du match contre la JA. On a vu un OL qui, en tout point, a bien préparé le match et a tout fait pour contrecarrer, pour annihiler la JOCR. Moi, j'avais en tête le match, avant le coup d'envoi, ce match entre la JA et l'Olympique de Marseille, il y a maintenant, je crois, 2-3 mois. Vous l'avez sûrement en tête, ce match-là, c'est le match où la JA met une claque littéralement à l'OM de Deserbi, 3-0, je crois, dans mon souvenir, avec des buts en transition qui vont super vite, le TGV Sinayoko, Gaëtan Perrin. Et à l'époque, il n'y avait rien à dire. La JA avait mis une tarte à l'OM, mérité. Et en fin de match, Longoria, monsieur Pablo Longoria, avait pété les plombs en tribune et en zone mixte en disant que c'était un scandale tout corrupt, comme il a dit en espagnol. Voilà, la Ligue 1 corrompue, comme il l'avait dit. Bref, moi j'avais été scotché de voir à quel point cette AJA-là pouvait faire très mal en transition. Et ce soir, je m'étais dit, attention, on va là-bas en se disant, on doit gagner, pour être un candidat toujours crédible au top 4 en Ligue 1,
Mais je m'étais dit, attention, si on va là-bas en ayant un foot certes ambitieux mais un petit peu naïf, comme souvent avec l'OL, attention, il y avait gros danger. Et là, à mon plus grand plaisir, l'OL n'a quasiment jamais laissé la moindre chance à la JA de piquer en transition. C'était leur plan de jeu. Le 3-5-1-1 de la JA, avec Perrin comme électron libre, plus devant Sinayoko, le plan était simple, c'était en gros attendre, bloc très compact, groupé, beaucoup de joueurs axiaux, et le plus vite possible se projeter vers l'avant en jeu direct sur Sinayoko, Perrin, peu importe qui vous voulez, Mensah à gauche. C'était le plan de jeu. Et ça, le staff de l'OL, Fonseca en tête et son adjoint Nelson Duarte, ils l'ont extrêmement bien lu. Franchement, il faut le dire, chapeau au staff. Parce qu'on n'a quasiment jamais subi de moments de transition en temps faible où l'OL était déséquilibré. On a produit vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de, on peut le dire, de générosité pour vraiment ne laisser quasiment rien à la JA. Ça, c'est vraiment ce qu'on a très très bien fait durant 45 minutes. Un OL qui, en temps de possession, avait un contrôle sur le match et en phase défensive, avait une forme d'équilibre global qui m'a beaucoup plu. Le seul petit hic sur 45 minutes pour l'OL, c'est que à mes yeux, on a trop souvent eu tendance à faire un petit peu l'effet entonnoir, avec beaucoup de joueurs, comme je vous l'ai dit, très axiaux, Almada, Cherki, Mikotadze, Lacazette, Matic. Ça fait beaucoup de monde qui doit cohabiter sur un espace réduit d'environ 30 mètres de large, 30 mètres de long. Ça, forcément, ça a un impact sur le style de jeu de l'OL. En fait, si on prend la compo de départ, le 4-4-2, théorique, comme toujours en compo de feuille de match de l'OL. Je reprends la compo, je le mets à l'écran. On avait donc latéral droit Koumbedi, Tchaltatsar avec Nakate en défense centrale, à gauche Abner, Matic plus Tolisso, et devant donc un quatuor en meneur excentré à droite Cherki, meneur excentré à gauche Almada. On avait aussi deux buteurs, donc Lacazette plus Georges Mikotadze. Le 4-4-2, en théorie, je dis bien en théorie, à plat, de l'OL que Fonseca a préparé. Sauf que, avec ballon, sur le terrain, on n'a pas vu vraiment un 4-4-2 comme ça à plat, même pas du tout. On a plus vu, je pense, je mettrai à l'écran un screen qui le montre bien, on a plus vu un losange, avec en fait une déformation du 4-4-2. Pour faire très simple, Matic reculé comme pointe basse du losange, et devant lui deux relayeurs, axe gauche Tolisso, axe plutôt droit Almada, numéro 10 très très haut, voire quasiment 9,5 Cherki, et devant, buteur axe gauche Mikotadze, buteur axe droit Lacazette. C'est toute l'intelligence du staff qui a su, je dirais, ajuster cet OL-là à ses forces du moment. On sait qu'il manque Fofana, qu'il manque Nuama, deux joueurs de rupture qui vont devant percuter, créer du dynamisme, qui vont casser, changer le rythme du match. On ne les a pas. Et j'ai aimé l'intelligence tactique du staff qui s'est dit, bon, on n'a ni l'un ni l'autre, donc il faut un plan un petit peu différent. Et on sait que cet OL-là a un profil d'équipe plutôt forte avec ballon, moins sans ballon, et il faut comme ça accumuler tous ces profils, les faire cohabiter, des petits joueurs forts pour combiner, petits espaces forts techniquement. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est l'effet entonnoir, c'est que tu as beaucoup de profils hyper axiaux qui sont sur très peu de terrain, qui ne prennent pas assez la largeur. Ça, c'est pour moi l'une des grandes difficultés de l'OL durant 45 minutes. Et second point qui m'a posé question, c'était l'apport durant une mi-temps, trop peu d'apport des latéraux. Je trouve que en fait, Koumbedi et Abner ont surtout privilégié en début de match l'équilibre de l'équipe, ce qui n'est pas non plus illogique. On sait que la JA voulait piquer en transition, qu'il fallait aussi couvrir un petit peu les arrières, être fort sur l'équilibre défensif. Donc je peux comprendre que Koumbedi et Abner aient eu pour consigne de préserver l'équilibre, mais en seconde mi-temps, tout ce que je vous dis là, qui a été positif, a été bonifié par quelques petits changements. Tout d'abord, en seconde mi-temps, on voit un OL qui corrige l'effet entonnoir. On a beaucoup moins de joueurs qui sont comme ça agglutinés, qui demandent beaucoup de technicité. Non, c'est plus aéré. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on a vu un OL beaucoup plus fort dans la projection, dans la verticalité. Et je prends pour exemple le but, enfin, en tout cas l'action qui amène au penalty de Mikotadze, qui pour moi est une action de grande qualité. On est en bloc bas, phase de récupération, Almada touche le ballon, il trouve très vite Cherki qui lui remet à Matic, Matic trouve Tolisso, et là,
c'est la passe Ligue des Champions qui va éclairer le jeu. Et Tolisso trouve très très vite Mikotadze en profondeur, qui prend l'espace côté gauche, super appel, accélération, provocation, crochet du droit, penalty, indiscutable. Cette action-là montre en tout point ce qui a été bonifié, amélioré au cours de la seconde mi-temps. En fait, on avait durant l'entame de match un OL techniquement propre, serein, dans le contrôle, la maîtrise, très bien, mais il manquait un petit peu de verticalité et de prise de la largeur. Et là, en seconde mi-temps, qu'est-ce qu'on voit ? Verticalité, jeu beaucoup plus simple, direct et vertical, et surtout, il faut le dire aussi, l'apport des deux latéraux, Abner et surtout Koumbedi qui fait une seconde mi-temps de grande qualité. Koumbedi à droite, il a pilonné la GIA quasiment de la 45e à la 93e minute du match. Ça fait la différence. En fait, quand tu animes un schéma de jeu comme celui-ci, où tu as beaucoup de joueurs très axiaux, dans un schéma un petit peu en losange, comme un 4-4 de losange, ok, tu as beaucoup de monde dans le cœur du jeu, mais sur les côtés, tu libères la place pour des latéraux hyper offensifs. Je dirais que durant 45 minutes, on l'a trop peu vu à mon goût, mais sur les 45 minutes suivantes, on l'a vraiment bien utilisé. L'atout côté avec des latéraux quasiment comme des pistons qui prennent le couloir et qui bombardent Abner plus Koumbedi, ça a fait mal, ça a fait extrêmement mal à la GIA. Quand tu as dans l'animation en losange, quand tu as Cherki qui est numéro 10 électron libre, quand tu as Almada qui vient reculer pour soulager Matic, Tolisso à la relance, quand tu as Matic qui, parce qu'il est extrêmement intelligent, sur une passe à l'aveugle peut trouver sur peut-être 3, 4, 5 mètres un joueur, quand tu as Tolisso dans une forme extraordinaire comme actuellement, forcément ça fait la diff, En fait, on a tellement de qualité technique dans le cœur du jeu que quand tu as le ballon, et que tu peux trouver sur une passe bien sentie, bien pensée, à l'instinct, à la vista, Koumbedi, Abner, projection, centre, but. Ça, c'est le foot que j'aime. Et ce foot-là, je dirais qu'en seconde mi-temps, on l'a vu, et j'ai vraiment aimé. Voilà, c'est, pour moi, en tout point, les gars, vous me direz en commentaire, c'est l'un des matchs les plus maîtrisés footballistiquement par l'OL. Et au final, l'OL gagne 3-1 avec un match qui est en tout point maîtrisé, contrôlé. C'est juste mérité. Quand l'OL joue bien, il faut le dire. Quand il y a peu d'éléments négatifs à souligner, il faut le dire aussi. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Bravo au staff, bravo aux joueurs. Et en termes de stats, je les mets à l'écran, les stats du match. On est pour l'OL sur l'ensemble du match à 2,7 expected goals, ce qui est quand même énorme. Un match comme celui-ci, à enjeu, forte pression contre l'AGIA qui aime beaucoup croquer les équipes comme ça ambitieuses qui veulent jouer à la Baie des Champs, tu te crées 2,7 expected goals contre 0,92 pour l'AGIA, donc pas de débat. Le score est en tout point, je pense, à l'image de l'histoire du match. On a eu 5 grandes chances, l'AGIA une seule, 13 tirs pour nous, 14 pour l'AGIA. Un arrêt de Lucas Perry, 4 pour Donovan Léon. Bref, en tout point, un match qui est maîtrisé pour l'OL. Et ça fait vraiment très très plaisir. On enchaîne, on passe au top et au flop du match. Alors côté top du match, pour moi, il y en a plein. Il n'y en a pas qu'un, il y a des tops du match. Je dirais que mon podium, c'est, alors dans le désordre, Cherki qui fait un match... Vraiment, Cherki, c'est un match en tout point d'exception. Je pèse le mot, un match d'exception. Sur ce match-là, s'il finit avec peut-être 3, 4 ou 5 passes clés, je parle de passes clés, donc des passes qui vont créer pour l'OL un danger, c'est incroyable, c'est exceptionnel. C'est quelqu'un qui, dès qu'il a entre les pieds le ballon, peut dire « Ok, je prends le bouton on, j'appuie dessus, et j'éclaire par mon talent le match. » C'est quelqu'un qui a ce pouvoir de dire oui ou non à l'issue du match. Ces profils de joueurs-là qui peuvent à tout moment dire « Ok, je prends le ballon, je fais la diff ». Il y en a combien en Ligue 1 ? En fait, on peut 30 secondes se poser, être un petit peu lucide. Ceux qui voient les matchs comme moi de Ligue 1 tous les week-ends, posons-nous la bonne question. Combien a-t-on de profils en Ligue 1 qui, comme Ryan, peuvent en prenant le ballon, faire une diff et offrir à l'équipe le but ? Combien a-t-on de joueurs comme ça en Ligue 1 ? Ne me dites pas Kliouche, Ben Seguir, pour moi, c'est pas le même niveau. Voilà, je le dis souvent sur Twitter à des gens qui m'ont un petit peu charrié là-dessus. Pour moi, les comparaisons à Kliouche, Cherki, elles n'ont pas de sens. En termes intrinsèques de talent pur, Ryan, il est là. Et le reste est là.
C'est tout, c'est comme ça. Et vraiment, ce gars-là, pour moi, quand je le vois jouer, tout comme Tolisso d'ailleurs, les deux, Tolisso et Cherki, c'est l'équipe de France. Voilà, c'est même pas de l'enflammade, c'est de la rationalité. Cherki, c'est équipe de France. Il a un profil qui est tellement rare, putain, c'est vraiment, moi ça me scotche. Ça me scotche. C'est quelqu'un qui peut à tout moment faire une différence, qui peut changer le cours du match. Et des joueurs comme ça qui sont des playmakers, impact players, qui sont des génies du ballon rond, il n'y en a pas tant que ça en fait. En tout point, c'est l'un des tops du match. Je peux dire aussi Tolisso qui fait un match XXL, volume de jeu, projection, récupération, course défensive, course progressive vers l'avant, il a tout fait. Il a tout fait. Franchement, Tolisso, dans la stricte lignée de la saison qu'il fait à l'OL, c'est fabuleux. Et lui aussi, hein, j'évoque Cherki en bleu, Tolisso, pareil, c'est l'équipe de France. Dans un monde, je dirais, logique, méritocratique, il n'y a plus aucun argument pour s'opposer à la venue en bleu et de Ryan Cherki et de Corentin Tolisso. Donc Cherki, Tolisso, mes deux grands tops du match, mais je voudrais dire aussi deux mentions spéciales pour, d'une part, Koumbedi, qui fait un match plein d'abnégation, de projection, de bonne volonté, un apport à droite de très grande qualité. Bravo Sahel, vraiment. Sahel, faut le dire, hein, mis au placard durant des mois et des mois, pour des raisons, je pense, sportives, de progression, en tout cas par rapport à ce que voulait Pierre Sage à l'époque. Mais depuis qu'il rejoue, depuis maintenant 2-3 mois, la progression, elle est folle. Voilà, moi je vois un joueur qui est beaucoup plus réfléchi, qui a un coffre physique XXL. Bravo, bravo Sahel. Et je dirais aussi en seconde mention spéciale, Georges Mikotadze. Parce que Miko, il fait un match alors qu'il n'est pas en tout point parfait. Je dirais que en termes de match, moyenne correcte, voilà, pas mal, sans plus. Mais sa seconde mi-temps, elle montre toute l'étendue de la palette de Mikotadze. Il peut attaquer l'espace, il peut décrocher, il peut combiner, il peut remiser, il peut finir parce qu'il a une super finition. Il peut prendre la verticalité, la profondeur, chose qui manquait beaucoup trop souvent récemment à l'OL. Bref, il sait quasiment tout faire, Georges. C'est moi, je le dis, je le répète, mais ce gars-là, footballistiquement, j'en suis amoureux. Voilà, c'est pas un secret. Ceux qui me connaissent savent ce que je pense de Mikotadze. C'est un super numéro 9 d'avenir pour l'OL. Et quand en plus il a avec lui un numéro 9 qui va le décharger du rôle de pivot remiseur, comme Lacazette, il est encore plus fort. En fait, ceux qui ont vu la Géorgie récemment en sélection, en Géorgie, dans le 3-5-2 à l'Euro de Sagnol, on avait deux joueurs qui étaient un petit peu deux faux numéro 9, Mikotadze, Kvaratskhelia. Et quand Miko a avec lui un profil qui l'accompagne devant, il est encore plus fort. Et là, en seconde mi-temps, j'ai vu un Georges qui était voilà, libre, qui dézone, qui contribue au jeu, qui se projette, qui sent les bons coups, quoi, les mouvements, les belles courses de balles. Voilà, ça m'a plu. Vraiment, Georges, mention spéciale, tout comme Koumbedi. Bravo, c'est vraiment un match qui est très bon pour eux, vraiment. Maintenant, rayon flop. Alors, flop, c'est un grand mot parce que après un tel match, pour moi, désigner un flop, ça n'a pas de grand sens. Parce que c'est un match qui est en tout point positif. L'OL gagne, on gagne 3-1, match maîtrisé dans le contenu. Et le foot, c'est un sport qui est collectif. Alors oui, parfois dans le collectif, certains sont au-dessus de la mêlée et d'autres un petit peu en dessous. En effet, ça arrive. Typiquement, ce soir, on est quasiment, je pense, tous d'accord pour dire que Lacazette fait un match qui est moyen par rapport au collectif. Mais il faut aussi le rappeler, dans ce sport collectif, l'apport des uns contribue aussi à aider les autres. Et je pense sincèrement, moi qui aime beaucoup Mikotadze, je pense que Miko est d'autant plus fort qu'il a avec lui quelqu'un qui peut l'appuyer devant. Alors oui, Lacazette n'a pas tout réussi, c'est vrai, c'est un match qui est pour lui peut-être 4 sur 10, grand maximum 5 sur 10, on n'est pas loin du flop, son but le sauve, je pense, du flop officiel et avéré, mais dans l'apport qu'il a, notamment en seconde mi-temps, ce rôle de pivot qui capte les ballons, qui remise, il est parfois utile quand même, et j'ai pas envie de le plomber, parce que, voilà, on sait que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour l'OL, le statut de légende du club, pas de souci pour moi à ce niveau-là, et je pense que physiquement, il n'y est pas. Voilà, on le sait tous, lui-même le sait, je pense. On l'a tous bien vu. Physiquement, il est un petit peu à la peine, un petit peu en souffrance. Donc oui, c'est pas la peine d'appuyer, d'enfoncer le patient Lacazette. Voilà, on a tous vu qu'il y avait des difficultés physiques pour le joueur.
pour différentes raisons. Moi, je pense que les JO, physiquement, l'ont flingué, parce que pas de vacances, à 33 ans, c'est quand même lourd. Voilà, quand tu fais une saison complète en Ligue 1, plus JO, plus tu reprends après, je crois, à peine 15 jours de vacances, c'est beaucoup, c'est extrêmement lourd. Et à 33 piges, eh bien, quand tu accumules la fatigue physique, c'est dur de revenir. C'est pas facile pour récupérer, ça prend du temps. Donc je peux croire qu'il y a un effet JO, c'est sûr. Maintenant, il y a aussi un autre argument que j'évoque souvent en privé, mais je ne connais pas son mode de vie. Je ne sais pas s'il est oui ou non dans ce cas de figure-là, mais étant moi aussi père de 2 enfants, je peux comprendre que pour lui qui en a 3, ça peut parfois être un petit peu difficile à la maison. Bref, tout ça, on ne le maîtrise pas. C'est du domaine privé et hors foot. Mais je pense que dans son cas de figure, entre les JO qui l'ont fracassé physiquement, plus un nouveau-né et donc 3 enfants à gérer, tout ça, bout à bout, font que à 33 ans, oui, ça peut être plus difficile pour lui. Voilà, sans faire de psychologie de comptoir à 2 balles, là n'est pas le but du tout de la vidéo du jour. On enchaîne, 3e thème très rapide de la vidéo, c'est un petit peu une question que je vous pose les amis, vous allez me dire en commentaire vos différents points de vue sur la question. Je trouve que depuis que Fonseca est coach de l'OL a adopté plusieurs visages, plusieurs approches tactiques. On a vu un 4-2-4 contre le PSG, avec pas de numéro 9, mais Cherki comme faux numéro 9. On a aussi vu l'OL en 4-3-3, en 4-2-3-1 depuis maintenant quelques matchs. Bref, un OL qui est polyforme, qui a plusieurs visages. Et aujourd'hui, un OL dans une forme de 4-4-2 losange qui m'a beaucoup plu. Question que je vous pose, les gars. Est-ce qu'il faut pour vous continuer, oui ou non, en 4-4-2 presque losange, avec Miko à la case en pointe, Cherki numéro 10, 2 relayeurs qui ont beaucoup de coffres et de volume comme Almada plus Tolisso, et un numéro 6 qui peut être soit Matic ou Tessman selon les préférences des uns et des autres. Vraie question qui, je pense, mérite d'être posée. On sait qu'il nous manque de la verticalité. Nuama, Fofana qui est absent aussi. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux insister lourdement sur les vrais points forts de l'OL, dans le cœur du jeu, des profils de joueurs techniquement très très propres, petits espaces, combinaisons, Mikotadze, Cherki, Almada, et donc animer une forme de losange, 4-4-2 losange, en insistant sur l'apport des latéraux, Koumbedi, Maitland-Niles, Abner Tagliafico. Voilà, ça c'est pour moi un vrai débat qu'il faut poser ensemble. Est-ce que oui ou non, ce 4-4-2 losange a de l'avenir? Je pense que oui. Moi en tout cas, j'ai aimé ce losange. Je trouve qu'il a été bon à la fois sans ballon, avec ballon, et qu'il bonifie en grande partie les qualités intrinsèques de cet OL-là. À vous de me dire en commentaire vos différents points de vue sur le sujet. Est-2 qu'on privilégie le 4-4-2 losange, ou est-ce que l'on revient aux fondamentaux, le 4-2-3-1, avec potentiellement le retour de Malik Fofana. Sur ce, les gones, portez-vous bien. On se retrouve pour le match contre Manchester, en espérant la qualif à Old Trafford, un match pour le prestige et pour vivre une fin de saison en tout point excitante côté olympique lyonnais. Ciao ciao, allez l'OL toujours évidemment.